Ici Alexandra. Je te souhaite la bienvenue au podcast À cœur ouvert avec nos animaux. Plonge dans mon univers, dans la magie du vivant spirituel, connecté entre ciel et terre. Es-tu ouvert à élargir ta conscience et ta connexion avec les animaux? Viens découvrir ce qui nous relie dans notre chemin de vie pour une puissante élévation. Nos animaux sont nos plus précieux guides. Les comportements et les mots physiques qu'ils expriment sont souvent porteurs de grandes révélations pour notre croissance personnelle. Es-tu prêt à élargir tes horizons? Suis-moi, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à mon premier épisode de podcast À cœur ouvert avec nos animaux. C'est avec beaucoup d'excitation et de fébrilité que je pars ce nouveau podcast. Ça me tenait à cœur d'avoir un espace pour pouvoir discuter de plein de sujets différents par rapport à mon métier, par rapport à mon expérience de vie et pour un petit peu démystifier la pratique que je fais présentement en soins holistiques. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'essor, mais qui est encore très méconnu. Et puis, on peut parler à différents thérapeutes énergétiques. Et puis, la façon de faire peut différer d'une personne à l'autre parce que ça reste une médecine de cœur qui passe par notre couleur personnelle. Donc, pour ce premier épisode, je vais évidemment me présenter, c'est quoi mon parcours, mes valeurs, ma vision pour ce podcast. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur moi, qui est Alexandra? Je suis depuis toujours une passionnée des animaux. Même si je suis née en ville, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. J'étais toujours attirée vers la nature, vers les grands espaces verts. Les animaux, les insectes, j'aurais tout gardé chez moi au grand désespoir de mes parents. Par contre, j'ai développé des allergies très très rapidement, donc on me fait pas d'avoir d'animaux à poil à la maison parce que pour vous faire la liste courte de mes allergies, je suis allergique aux poils, aux plumes, à la poussière, à l'humidité. J'ai des allergies saisonnières à la plupart des plantes, au pollen, la verge d'or particulièrement. En tout cas, c'est vraiment très exhaustif et j'ai rapidement développé de l'asthme aussi. Donc, mes parents ont pas voulu rapidement que je sois en contact avec des animaux à poil ou à plumes. Donc, ma mère a dû accepter d'avoir des lézards et des serpents à la maison, à son grand désespoir. Et finalement, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir quitter la maison par moi-même, en vélo ou à pied, j'ai rapidement été dans le monde des chevaux là, pour aller vivre ma passion. J'ai toujours eu une profonde connexion avec les chevaux. Dès que j'ai pu avoir contact, mes parents m'autorisaient une randonnée par année dans un centre de location quand on était en vacances à Charlevoix. Donc, je prenais cette chance-là toutes les années pour avoir un minimum de contact. Mais dès que j'ai eu 16 ans, 18 ans, je crois, je me souviens plus, mais je prenais mon vélo puis j'allais travailler à l'écurie qui était le plus proche de chez moi, qui était quand même à une demi-heure, 40 minutes de vélo. Et puis les chiens. Ça a vraiment été les deux animaux qui étaient que j'avais une facilité, que je comprenais, que j'avais une accessibilité plus facile. Je travaille avec les chevaux depuis maintenant 20 ans. J'ai fait plusieurs domaines, spécialités différentes en lien avec les chevaux. J'ai commencé comme guide de randonnée. C'est là que j'ai appris un peu tout. J'ai surtout appris ce que je ne devais pas faire. Les centres de randonnée, celui où j'ai travaillé en tout cas, était un petit peu on servait des chevaux comme d'un 4 roues, là. Les chevaux étaient blessés par les selles, par l'équipement, travaillaient des heures interminables. Plusieurs faisaient des coups de chaleur, étaient entraînés vite vite. Les gens étaient mis dessus, les chevaux étaient à peine connaissants de ce qu'ils devaient faire. Donc, ça m'a vraiment amené à avoir une compréhension différente de ce que j'avais appris. J'ai pris aussi des cours d'équitation dans ce centre-là et c'est ça. C'est comme ça que j'ai été conscientisée à ce qu'il ne fallait pas faire par rapport aux chevaux. Moi, dans mes valeurs de forcer un animal, d'avoir travaillé avec un animal qui est blessé, je trouvais ça plus difficile. Fait que j'ai commencé à prendre des cours pour être dans un autre endroit pour être instructeur. J'ai été entraîneur, j'ai travaillé en nutrition équine. Puis par la suite, je me suis redirigée dans la santé, donc le parage, la biomécanique. Puis c'est ce que je fais depuis 11 ans. Donc je suis pareuse naturelle spécialisée en biomécanique depuis 11 ans. Puis ça a été de toucher un petit peu à tout parce que
de travailler en maréchalerie, ça touche la nutrition équine, ça touche la conformation, le comportement, ça touche un petit peu tout. Fait que j'étais capable d'utiliser tout ce que j'avais fait un peu dans le domaine pour être capable d'exercer mon métier de pareuse. J'ai été aussi famille d'accueil pour des chiens de type pitbull. Dans le temps, là, qu'au Québec, on a failli interdire les races de type pitbull. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont départis de leurs chiens euh, par prévention ou en tout cas par peur de se les faire enlever. Donc les fourrières, les refuges se sont ramassés avec beaucoup, 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 beaucoup de chiens. J'ai travaillé en partenariat avec deux refuges. Moi, je les avais chez moi 2, 3, 4 semaines selon. On évaluait s'il y avait un besoin d'un traitement. Il était stérilisé. On évaluait le comportement et il était envoyé aux États-Unis avec un refuge avec lequel on faisait affaire pour les faire adopter là-bas. Donc, j'ai eu plusieurs dizaines de chiens à la maison avec tous des comportements différents, des éducations différentes. Donc, je devais m'adapter rapidement à leur réalité. J'ai eu la chance dans ce temps-là d'avoir un bully avec moi qui était très, très, très résilient et qui m'a aidé à évaluer certains comportements de chiens qui pouvaient être agressifs avec les autres chiens, mais que quand mon chien à moi ne réagissait pas, ça désamorçait un petit peu. Donc, on était capable de réhabiliter quelques chiens qui étaient agressifs envers leurs congénères. Donc, c'est essentiellement l'expérience que j'ai eue avec les chiens, puis en ayant moi-même, évidemment. Même chose pour les chevaux, là. J'ai des chevaux depuis mes 18 ans, là. Ça fait 2 ans que j'en ai plus présentement dans ma vie, mais ce n'est que partie remise, là. Je vais en racheter éventuellement, mais l'euthanasie de ma jument était un peu difficile, donc je suis en pause pour les chevaux présentement, mais j'en ai dans mon environnement, mes amis en ont, donc j'en côtoie encore plusieurs. J'ai quelques clientes encore dans la trim, donc j'en ai toujours autour de moi quand même. Il y en a même sur le terrain où je vis présentement que j'ai pu observer avec les années, avec les chiens, avec les chevaux, c'était qu'il y avait une espèce de zone grise entre on travaille le comportement ou on travaille le côté santé, puis des fois, côté santé, on fait pas tant de prévention, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu vétérinaire, de la prévention, on va aller beaucoup, beaucoup dans le curatif, fait que un cheval qui boitait, mais une petite boiterie de grade 1 ou 2, ou bien il y a un petit quelque chose qui accroche, mais il boite pas officiellement encore, ou il y a pas la maladie officiellement encore, et on met ça au rencor. Je trouvais ça un petit peu plate de voir qu'il n'y avait pas de prévention sur quelque chose qu'on était capable d'attraper avant que ce soit vraiment, vraiment intense. Donc, c'était quelque chose qui venait me déranger parce que je me disais, pourquoi on attend que ça soit grave? Pourquoi on peut pas adresser le problème avant que ça devienne quelque chose qui est chronique ou majeur ou aigu, t'sais? Parce qu'on disait, les chevaux ont pas mal, ou l'animal a pas mal, ou l'animal ressent rien. Ben moi, quand je commence à marcher un peu croche, même si je boite pas, c'est parce que j'ai une douleur ou un blocage physique. Fait que j'ai comme essayé de voir qu'est-ce qui était possible de faire pour aller chercher cette espèce de zone grise-là que personne n'avait l'air de s'occuper. Fait que j'ai été vraiment aux prises avec mes animaux à moi et dans ma vie personnelle aussi avec des maladies chroniques, dont de la douleur chronique. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas à personne et que je ne voulais pas voir mes animaux ou les animaux de mes clients souffrir. J'ai découvert l'impact des soins énergétiques sur les animaux et les humains. Je me souviens pas comment je l'ai découvert initialement, mais j'avais commencé à recevoir un peu de communication animale pour mes animaux. J'ai découvert les soins holistiques, donc la kinésiologie holistique. J'avais reçu pour moi, j'avais reçu pour mes animaux. Puis je m'étais dit, ça serait le fun de pouvoir les travailler ensemble, parce que moi, j'allais voir une thérapeute pour moi, j'allais voir un thérapeute pour mes animaux. Puis des fois, ça touchait à un et à l'autre. Fait que je m'étais dit, s'il y a quelqu'un qui pourrait travailler avec l'humain et l'animal, ça serait bénéfique. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai décidé de faire quand j'ai commencé à me former pour être thérapeute énergétique en leur relation d'aide. Au départ, je savais pas exactement où est-ce que je m'en irais. Au début, je voulais travailler que avec les animaux. Étant un humain qui a vécu beaucoup d'intimidation, beaucoup de méchanceté de la part d'autres humains, j'avais de la difficulté à être empathique envers mes agresseurs, mes bourreaux, peu importe comment on le nomme. Et puis, en passant par le processus de l'école de Satnam, il y a une partie coaching dans la 2e année on travaille sur nos bobos. C'est très souffrant, mais c'est très bénéfique. Puis c'est un peu cette année-là que je me suis réconciliée avec la race humaine, de comprendre pourquoi ça se passait, pourquoi j'attirais ce genre de personnes-là. Ça, je reviendrai dans un autre épisode, mais
mais le triangle de Karpman, là, le triangle bourreau, victime, bourreau, victime, sauveur, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Mais quand tu connais pas cette dynamique-là, tu peux pas nécessairement comprendre pourquoi dans ta 3D, tu vis de la méchanceté de par d'autres humains. Donc, j'ai décidé de rediriger ma carrière à cause d'une entorse lombaire. J'ai le dos qui a complètement bloqué il y a environ 5 ans. Et j'ai 6 ans aujourd'hui. Et puis j'ai décidé de voir peut-être une avenue alternative pour ma carrière parce que le parage est très, très, très demandant physiquement. Et là, je me disais, j'aimerais ça pouvoir continuer dans cette lignée-là, travailler avec la santé, les animaux et tout. Mais le parage, peut-être pour les 10-20 prochaines années, c'était peut-être pas possible. Fait que j'ai commencé justement le parcours chez Satnam et puis j'ai avancé dans cette problématique-là. J'ai vu mes animaux évoluer, j'ai vu moi évoluer, j'ai vu même mon entourage évoluer. Parce que quand on travaille sur nous, ça travaille dans l'énergie sur les gens qu'il y a autour de nous, les gens, les animaux et tout. Donc, ça a été 3 ans de formation, ça a été très souffrant parce que le parcours est fait pour que on travaille sur nous pour ensuite pouvoir accompagner les autres. Parce qu'en tant que thérapeute, si j'avais été dans de la ouate toute ma vie, que j'avais jamais rien vécu, que j'avais jamais été confrontée à rien, ça aurait été difficile pour moi d'accompagner quelqu'un qui aurait été battu, qui aurait eu des difficultés, parce que j'aurais pas su qu'est-ce que c'était avoir une difficulté, surmonter un défi, penser que sa vie demain va terminer parce que mon chum me laisse, ou peu importe. Je vais pas nécessairement avoir vécu la même chose exactement que mes clients, mais je vais avoir quand même passé par un chemin qui fait que j'ai connaissance que de comment surmonter un défi. Fait que c'est quelque chose qui a été très, très bénéfique pour moi. Et ensuite, j'ai voulu vraiment pouvoir le transmettre aux autres pour être capable d'amener cet enseignement-là ailleurs. Parce que pendant que j'ai fait le parcours, je me disais, cette notion-là, cette matière-là devrait être enseignée à l'école, enseignée au secondaire. Parce que ça m'a tellement aidé à dédramatiser, à être capable de me responsabiliser dans mes réactions, dans mes émotions, dans ma façon de voir les choses, que je me disais, tout le monde devrait avoir cet enseignement-là. Donc, ça a été un petit peu là-dessus que ça a commencé chez Satnam. J'ai ensuite été plus dans le côté énergétique. La différence entre un soin énergétique et des trucs qu'on fait dans la 3D, mettons vétérinaire, comportement et tout. Puis je me suis rendu compte que dans mon expérience de vie, de travail, je voyais des gens qui étaient que dans de la 3D, donc vétérinaire, comportementaliste, on reste là, et des gens qui étaient comme dans l'énergétique. On faisait pas venir le vétérinaire, mais on traitait des soins énergétiques d'un cheval qui, par exemple, était en fourbure chronique, était en douleur extrême, et on était capable de peut-être apaiser un peu la douleur avec le soin énergétique, mais reste que physiquement, il y a des choses à faire, mettons dans le cas de la fourbure, de limiter le sucre chez le cheval, de vérifier s'il n'y a pas un syndrome de Cushing ou SME qui fait qu'il y a de la misère avec son insuline. C'est vraiment cette révélation-là qui a fait que je voulais travailler et faire un pont entre la 3D et l'énergétique. Et puis, c'est ce que je me suis engagée à faire dans ma pratique. C'est ce que ce podcast-là va amener comme information, comme valeur, de vraiment se dire que on est à mi-chemin entre les deux, ou en tout cas, on est tout le temps quelque part entre les deux. Il n'y aura jamais juste l'énergétique, juste la 3D. C'est vraiment l'amalgame des deux, parce que je considère que tout le savoir ancestral énergétique, si on regarde les chamans, les sorcières, peu importe comment vous le nommez, dans quelle partie du monde, ces gens-là avaient une connaissance profonde de la terre, des plantes, de savoir se guérir, de savoir se libérer des problématiques. Et la science a amené plein de belles choses aussi, et l'étude du comportement. Donc, je me dis que pourquoi on privilégierait un plus que l'autre, bon, je vais l'avoir. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui devrait être tout mis ensemble. De garder le savoir ancestral, mais d'amener le côté science qui est plus récent, quand même depuis un petit bout, là, mais que avant les gens n'avaient pas accès. Donc je me dis que de pouvoir travailler avec les deux ensemble, c'est ce qui est plus efficace parce qu'on travaille dans la globalité de l'être. Ensuite, j'ai eu un point de bascule en 2022. J'ai dû faire euthanasier ma jument, que vous allez voir beaucoup sur les photos. Cette jument-là, c'est pour elle la première que j'ai commencé à faire des soins énergétiques. Parce que j'arrivais pas nécessairement à tout gérer les petits bobos qu'elle avait dans son quotidien avec la 3D.
Je me souviens pas initialement pourquoi j'avais été consultée, mais ça a été vraiment par la suite de l'asthme, de la fourbure pour ma deuxième jument. Mais ça a vraiment été cette jument-là qui s'appelle Swan, que j'ai dû faire euthanasier à cause de son asthme en 2022. Et là, j'étais dans mon parcours chez Satnam. Et ça a été tellement difficile de dire adieu à ce cheval-là, que j'avais eu bébé à 4 mois, que j'avais tout fait. J'ai tout appris avec elle. J'ai débourré mon premier poulain. Je la promenais comme un chien quand elle était petite. Je l'amenais partout. Je l'amenais marcher avec moi. J'ai fait mes cavaliers, instructeurs, entraîneurs avec elle. On a fait toutes les disciplines possibles et inimaginables. À la fin, on était tellement connectés que je m'assoyais sur son dos puis j'avais juste à penser où je voulais m'en aller parce qu'elle y allait là. On était vraiment en symbiose. C'était vraiment ça. Puis elle était tout le temps contente de venir me voir, mais elle m'a fait travailler cette jument-là. Ça n'a pas toujours été rose là. C'est une jument hyper sensible comme moi d'ailleurs. Puis elle me démontrait des fois des inconforts. C'était pas une jument qui aimait se faire taponner. Fait que on négociait. Tu me laisses te flatter quelques secondes, puis après ça, je te laisse tranquille. Si j'ai des soins à faire, faut que tu me laisses faire, après ça, je te laisse tranquille. Fait que c'était tout le temps pas de négocier, mais de se dire, regarde, là, j'ai vraiment besoin de le faire, je te gosserai pas pour rien, mais là, c'est nécessaire. Puis les vétérinaires ont toujours de la facilité à pouvoir travailler avec elle parce que justement, elle savait que si on le fait là, c'est parce que c'est nécessaire, mais qu'après ça, je te sacre la paix. Mais cette jument-là m'a fait travailler à tous les niveaux et je suis profondément convaincue aujourd'hui que cette jument-là m'a amené à travailler en énergétique et à créer le soin symbiose que j'ai finalement fait pour travailler avec l'humain et l'animal. Et c'est ce que j'exerce aujourd'hui, là, ce travail-là en symbiose avec l'humain et l'animal, finalement. Mais ça a été quelque chose qui a été pas long à créer, mais ça existait pas. Là, on en voit de plus en plus, mais ça a été vraiment un processus d'amener toute mon expérience, mon bagage de ce que je connaissais chez les animaux dans le physique, dont l'étude du comportement, la santé, les soins de base. Un cheval, t'auras beau faire des soins pour son anxiété, c'est embarré H24 dans un box, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, où est-ce qu'il est tout seul, ou que tous les chevaux sont affolés dans l'écurie. T'auras beau faire des soins énergétiques le temps que tu veux, le cheval va rester dans cette situation-là quand même si ça peut être amoindri un petit peu. Il y a des besoins de base qui sont nécessaires. J'avais une cliente qui m'avait déjà contacté, qui m'avait demandé je veux que mon chat arrête d'aller dans la litière, je veux qu'elle fasse ses besoins dans la toilette. Puis je lui ai expliqué que je pouvais l'aider à faire le chemin avec elle pour être capable de gérer le fait que la litière la dérange ou peu importe, mais qu'on ne pourra pas empêcher son chat d'aller dans une litière. C'est un besoin primaire d'aller gratter le sol, c'est vraiment comportemental chez le chat. Donc, c'était quelque chose qui rentrait pas dans mes valeurs. Donc, j'ai expliqué à la dame que je peux l'aider à passer au travers de ce qui la dérange dans le côté litière, mais qu'on pourra pas enrayer ce comportement-là chez son chat. C'est inné, c'est naturel. Même chose que si on achète un chien terrier puis qu'on veut l'empêcher de creuser dans la cour, s'il y a pas ça inné, tant mieux, mais ça reste que ces chiens-là, c'est un besoin qu'ils ont à la base, finalement. Fait que j'ai vraiment essayé de créer quelque chose qui était le plus global possible, de prendre en compte les besoins de l'animal, de prendre en compte un suivi vétérinaire. Donc, les soins holistiques ne remplacent pas les suivis vétérinaires et comportementaux. Ce que je trouve beau aussi dans le soin, dans le soin symbiose, dans les soins que je fais, c'est que c'est une belle façon d'améliorer la connexion avec son animal, d'aller accéder à son pouvoir, et pour soi et pour l'animal, d'accéder à sa puissance aussi, parce qu'on touche l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, mais l'énergie universelle de l'univers aussi. C'est, comme je disais, un soin une façon de travailler qui touche la globalité de l'être. Donc, on touche à la vie présente, aux autres vies, au transgénérationnel, qui est la généalogie en arrière de nous, nos ancêtres, finalement. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être chercher tout notre bagage énergétique au complet. Donc, des gens, des fois, qui vivent avec une peur de l'eau, inexplicable parce que dans leur vie présente, ils sont jamais tombés dans l'eau, il n'y a jamais rien arrivé avec l'eau, puis qu'on découvre que dans le transgénérationnel, il y a une inondation dans tel pays qui a fait que toutes les maisons se sont faites raser, puis il y a des gens qui sont morts,
ben la personne portait cette peur-là du transgénérationnel. Ou bien quelqu'un qui a peur du feu, puis qu'on s'est rendu compte que dans une autre vie, ça avait été une femme qui s'est faite immoler par le feu parce que justement, elle avait été prise pour sorcellerie, ou je me souviens pas exactement c'était quoi. Et cette personne-là, dans la vie présente, avait encore des peurs du feu à cause de ça. Fait qu'on aura beau travailler dans la vie présente avec ce qu'il y a ici, mais s'il n'y a pas d'explication ici, la réponse est ailleurs. Ailleurs que dans le ici et maintenant. On n'est pas dans la vie présente, on est dans des dimensions invisibles qu'on peut avoir accès si on va les chercher. Sauf que si on travaille dans quelque chose qui est très 3D, ben on n'y aura pas accès malheureusement. J'ai aussi toute mon expérience en lien avec les fins de vie, les deuils. J'ai dû accompagner beaucoup d'animaux dans ma pratique, dans ma vie, en lien avec professionnel et personnel. Des animaux qui se sont fait frapper sur le bord de la rue, qui sont encore vivants, des chiens, des chevreuils beaucoup. Ça m'arrive plusieurs fois par année que je dois faire du passage d'âme. Maintenant, je sais comment ça s'appelle. Mais là, 10 ans, 20 ans, j'avais aucune idée pourquoi je tombais tout le temps sur des animaux qui n'étaient pas encore morts, mais qui étaient souffrants, ou en fin de vie, ou qu'on devait abattre, ou peu importe. Puis des humains aussi, c'était pas tout le temps juste des fois des accidents de voiture, c'était des humains aussi, c'était pas juste des animaux. J'ai dû être présente pour des euthanasies, pour des animaux, pour des amis qui étaient pas capables de se rendre dans la salle d'euthanasie, mais qui voulaient pas les laisser seuls. De la famille aussi. Puis moi, j'ai eu beaucoup à gérer des euthanasies ou des décès avec mes animaux, comme n'importe qui a des animaux dans leur vie. J'ai des rats, ça vit 2 ou 3 ans. Donc les décès, les deuils arrivent rapidement, malheureusement. Ma jument que j'ai dû faire euthanasier à peine 13 ans, que dans le fond aurait pu vivre beaucoup plus vieille. Pourquoi j'ai dû l'euthanasier là? C'est parce qu'il y avait quelque chose à apprendre rendu là. J'ai aussi appris que souvent les animaux, quand ils venaient nous voir pour une mission, pour une raison précise, quand ça s'était réglé, ils partaient. Ils quittaient le plan terrestre. Je suis convaincue que ma jument et ma chienne, ça a été le cas. Parce que j'ai été toute ma vie habituée à gérer des euthanasies en lien avec une problématique physique. Donc, des douleurs chroniques extrêmes, une maladie, un accident, se faire frapper, une patte cassée, peu importe. Ma chienne, Gaïa, que j'ai adoptée l'été passé, au mois de juin, qui avait 6 mois quand je l'ai adoptée, m'a fait voir une toute autre facette de l'euthanasie qui a été beaucoup plus difficile pour moi parce que c'était la première fois au niveau comportemental. Et ça a vraiment été un clash, pas un clash de valeurs, mais c'était vraiment difficile de choisir cette euthanasie-là parce que j'étais face à un chien d'un an et quelques mois qui était très jeune, qui était en pleine santé, parce qu'il y avait eu une problématique physique que finalement elle s'était remise, elle avait guéri de sa problématique cardiaque. Donc ça a vraiment été purement une décision comportementale pour elle et ça a été très difficile. Ça m'a amené une autre compréhension de cette mort-là, de devoir prendre une décision d'euthanasier un animal par rapport au comportement. J'avais des préjugés face à ça. Fait que j'ai vraiment passé par un chemin qui était totalement nouveau pour moi, malgré que des euthanasies, puis des décisions de faire euthanasier un animal est arrivé tellement souvent dans ma vie que je pensais pu avoir autant de difficultés à le prendre. Puis cette chienne-là m'a montré vraiment qu'il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs chemins à marcher en lien avec ce thème-là. Fait que j'ai créé un e-book récemment sur la transition vie-mort en conscience qui parle de fin de vie, de deuil, de comment le gérer, de trucs, de comment se préparer au départ d'un animal ou d'un être cher, là, parce que ce soit un animal ou un humain, ça fait aucune différence. Quand on n'est pas prêt, quand on vit de la dépendance affective, quand on veut pas que cet animal-là, cette âme-là nous quitte, c'est vraiment des choses qui se préparent. Puis je suis convaincue que si des gens, par exemple, qui vivent de la dépendance affective, se disent mon animal, faut jamais qu'il s'en aille parce que ma vie est finie, je vous invite à travailler ça d'avance parce que de travailler une dépendance affective quand l'animal est plus là, c'est tellement plus difficile que l'animal, mais l'humain aussi, peu importe, là. Mais c'est tellement plus difficile que de réussir à faire des pas avant, pendant que l'animal est avec nous. Ma chienne que j'ai dû faire euthanasier, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'essentiel de mon deuil pendant qu'elle était là. Fait que j'étais capable d'être triste. Je vais essayer de pas pleurer. J'étais capable d'être triste en la serrant dans mes bras. J'étais capable de lui dire adieu en regardant tout ce qu'elle faisait
puis qu'elle faisait son clown, puis qu'elle profitait de la vie, puis j'étais capable de faire un choix en conscience, mais en l'ayant à côté de moi. Et pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose qui était beaucoup plus facile à faire que d'être dans le déni puis de faire un deuil après qu'elle soit partie. Encore là, c'est pas vous devez faire ça, là. C'est vraiment, je vous partage mon expérience à moi. Mais selon moi, c'est vraiment aidant de préparer une sortie. Puis que ce soit prévu prochainement ou que ce soit prévu quand on adopte un chiot qu'on sait qu'on est supposé avoir des années. J'ai adopté un chiot à 6 mois en pensant l'avoir avec moi une dizaine d'années et finalement 6 mois plus tard je la faisais euthanasier. On sait jamais comment ça peut se passer. Fait que selon moi une préparation c'est vraiment aidant. Fait que j'ai fait ce e-book-là qui est déjà en vente présentement et je suis en train de faire une formation sur la fin de vie et le deuil également parce que je pense que c'est un sujet qui est complètement tabou. Il y a pas beaucoup de gens qui aiment ça parler de ça et je comprends. C'est pas un sujet hop la vie est joyeux, mais je pense que quand même que ça mérite qu'on s'y attarde. Ma vision pour mon podcast, c'est de vous parler de mes expériences de vie, de travail. Je vais partager parfois des anecdotes sans nommer la clientèle. Je vais partager beaucoup de mes expériences à moi parce que je pense que ça peut inspirer et aider d'autres personnes. C'est vraiment mon but avec ce podcast-là est que vous voyez les choses différemment. De pas voir les choses dans des œillères, d'essayer de voir avec ouverture, voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui pourrait être fait autrement. Les premières euthanasies que j'ai assistées, c'était très difficile. Les dernières euthanasies préparées en conscience, en ayant fait une communication animale avant, en ayant préparé, moi en étant plus calme, c'est beau. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça va heurter quand je dis ça, mais la mort, c'est paisible. La mort, c'est doux. L'animal qui a été aimé, qui a été cajolé, qui a été rempli d'amour, quand il part, c'est calme et c'est doux. Mes animaux, quand j'ai décidé de les euthanasier, c'est pas parce que je voulais m'en débarrasser. J'ai décidé de les euthanasier par amour pour eux, pour qu'ils arrêtent de souffrir, pour les protéger, pour... C'est pour ça que j'ai décidé de les faire euthanasier. Fait que quand c'est fait en conscience, là, c'est triste, là. La tristesse est quand même là. Les émotions sont quand même là. Je vais passer par les mêmes étapes de deuil que n'importe qui, même si j'ai préparé le départ de mon animal ou d'un être cher. Mais reste que ça facilite. C'est beaucoup plus léger comme processus quand c'est fait en conscience que quand on est dans le déni, dans le rejet, dans la colère, dans le... Je veux pas vivre ça. Fait que c'est vraiment... le sujet du podcast en général va être les femmes, l'empowerment des femmes, les animaux, de créer un lien authentique entre l'humain et l'animal, de vivre en conscience. Nos animaux vont nous refléter nos bobos. Des fois, c'est très confrontant à recevoir comme message, mais nos animaux vont toujours nous refléter ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'on veut pas voir. On va le voir aussi dans des relations humaines, là. Des collègues de travail, des amis, votre conjoint, les enfants, vos parents. N'importe quel être qui est en contact avec nous va nous ramener un effet miroir. Mais les animaux l'amènent avec une douceur qui est, dans ma pratique à moi, plus facile à gérer quand même que quand c'est une relation humaine. Les deux se font par contre. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est épanouissant de regarder nos animaux comment ils sont. Ce sont des enseignants, des guides merveilleux. Donc, c'est ça. Ça va être un petit melting pot de plein de choses, mais essentiellement, on parle de femmes, on parle d'animaux, on parle du lien entre les deux, on parle de la nature, des cycles, et puis on parle de spiritualité pour s'ouvrir à l'invisible, mais en gardant quand même les pieds sur terre. La mission que je me suis donnée en faisant ce podcast, parce que oui, je vais avoir quelques invités, mais essentiellement, ça va être moi qui va vous transmettre de l'information. D'ailleurs, que je trouve difficile, parce que de parler tout seul devant ma caméra, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Mais c'est d'amener une vision plus globale de l'être, qui va intégrer l'énergie du monde invisible qui est autour de nous, mais même si on ne voit pas, il est quand même là. On peut choisir de ne pas le voir ou de ne pas le ressentir, mais on peut choisir de s'ouvrir à lui, puis de le comprendre, puis de suivre. Même chose pour les cycles de nature, les cycles de la Lune. Si les gens ont de la misère avec certaines pleines lunes ou quelque chose comme ça, c'est parce qu'il est en résistance avec l'énergie de la pleine lune qui est en cours. J'ai rentré dans une formation récemment qui est le secret de la lune de Jennifer Ruel, qui justement nous aide à faire des petits rituels pendant les cycles de la lune
essentiellement la pleine lune et la nouvelle lune. Puis je me suis rendu compte que des fois, je filais pas bien dans la pleine lune ou la nouvelle lune, puis je suis complètement en résistance. Fait qu'elle nous donnait l'information, puis qu'elle nous disait telle chose, ça a rapport avec telle blessure, telle problématique, que je savais que j'étais dedans depuis un petit bout. Dans la pleine lune, c'était à son paroxysme, là. C'était pas agréable. Fait que quand je le savais, puis que je faisais le rituel, puis que je travaillais sur cette blessure-là, tout d'un coup, j'étais plus en résistance. Fait que c'était beaucoup plus doux et fluide. J'étais pas trop fatiguée ou en colère ces journées-là. J'étais beaucoup plus dans le j'accueille qu'est-ce qui est là, puis ça se rend plus fluide. Donc c'est vraiment quelque chose de travailler avec les cycles. J'amène aussi la notion de vouloir travailler avec une méthode alternative de soins, donc complémentaire à la médecine vétérinaire et au comportementaliste. Je vais faire un pont, comme je disais tantôt, entre les chamans sorcières et la science actuelle. Ça va vraiment être quelque chose que pour moi, on avance dans un chemin conscient et durable. Parce qu'on va aller chercher toutes les sphères, en tout cas qu'on connaît dans le temps d'aujourd'hui. Là. Peut-être que dans 100 ans, ce sera autre chose, mais qu'aujourd'hui, on a connu l'énergétique, on a connu la science, ben, c'est de les mettre ensemble. J'aimerais proposer aussi un changement de regard pour la fin de vie, que de voir la mort et le deuil de façon un petit peu plus ouverte, puis d'enlever le tabou en lien avec ça, que ce soit plus doux, puis que l'humain et l'animal puissent être en paix dans ce processus. Je suis en préparation de la formation, comme je disais, de la transition vie mort en conscience pour la fin de vie et le deuil. Je suis aussi en train de faire une plus grosse formation qui va travailler, dans le fond, c'est un petit peu de la connaissance de soi, de travail sur soi pour connaître ses filtres. On parle du triangle de Karpman, les croyances, qu'est-ce qui peut nous biaiser, comment comprendre pourquoi on est déclenché, qu'est-ce qui nous déclenche chez l'autre, les messages de nos animaux. Il va y avoir la communication animale et aussi la formation sur la fin de vie va être incluse dans ce très gros programme qui va s'appeler le parcours initiatique de communication intuitive avec les animaux. Et je vais aussi sortir le pilier 1 qui va être la connaissance de soi que je vais offrir seul pour les gens qui voudraient faire que ce pilier-là. Je considère que c'est quelque chose qui est très utile pour les gens, comme je disais tantôt. Si ces notions-là étaient apprises à l'école, on aurait une meilleure estime de soi, on comprendrait pourquoi on a certains mécanismes de défense, pourquoi les autres réagissent de telle ou telle façon. Puis je pense que c'est vraiment aidant dans notre parcours de vie de comprendre pourquoi on vit telle chose. Pour ma part, j'ai été longtemps dans la victimisation. On revenait au triangle de Karpman de tantôt. J'étais la victime de mes bourreaux, mais j'étais dans la victimisation, fait que j'attirais ça. Dès qu'on rentre dans le triangle de Karpman, on va se promener dans les 3 différents pôles, mais l'idée, c'est d'en sortir pour de plus être dans cette dynamique relationnelle-là. Avant que je comprenne ça, je vivais de l'intimidation tous les jours. Que ce soit petit ou gros, mais c'était tout le temps là. La minute que j'ai compris ça, ça s'est mis à être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par quelques mois. Je peux pas dire que c'est complètement parti, mais maintenant j'en ai conscience. Puis quand je vois que je me fais intimider, ben je comprends d'où ça vient. Puis là, je fais comme OK, où est-ce que je suis rentrée dans ma victimisation? Où est-ce que je me suis lâchée pour que quelqu'un m'attaque comme ça? Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je crée le podcast, que je vais créer mes formations, que je travaille en soins aussi. Fait que j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Il y a ma page Facebook Femme intuitive animaliste où vous pouvez m'écrire. Sinon, il y a mon groupe Retrouve ton pouvoir, ta puissance et ta solidité intérieure où je partage plein de choses aussi en lien avec les femmes et les animaux. Donc, j'espère vous revoir très bientôt. Et le prochain épisode sera dans un mois. Je vais sortir environ un épisode par mois. Fait que je vous invite à rester à l'affût. Donc, je vais être présente pour les podcasts sur YouTube et sur Spotify. Le mois prochain, j'aborde le lien énergétique entre l'humain et l'animal, ce fameux effet miroir qui va au-delà du lien physique 3D. J'espère que ce contenu te met autant en joie que moi et on se revoit le mois prochain. À bientôt!